Et toujours dans le programme du soir, merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve pour la suite. Et c'est dans l'invité. Aujourd'hui, nous parlons du sommet Russie-Afrique qui prend fin ce vendredi. Russie-Afrique, opération séduction de Poutine. Et pour en parler, notre invité ce soir, c'est bien vous, Lumaglar Kemayo. Vous êtes journaliste, directeur de New World Economy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de l'invitation. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons de ce sommet Russie-Afrique. Vladimir Poutine a su réunir quelques dirigeants africains à l'occasion de ce deuxième sommet. Est-ce qu'on peut dire que c'est une opération réussie pour le président russe? Oui, si on met de côté le coup d'État au Niger qui a légèrement éclipsé cette grande actualité, oui, c'est une réussite parce que de nombreux chefs d'État africains sont allés au rendez-vous de Saint-Pétersbourg pour rencontrer le président russe et donc participer à une sorte de désisolation de la Russie par rapport à la communauté internationale. Il y a eu de grandes annonces, il y a eu de grandes retrouvailles également. Le sommet devait initialement se tenir sur le continent africain, mais après Sochi, c'est également en Russie, dans la ville des Tsars, que le sommet s'est finalement tenu. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, le sommet, au plan médiatique, a été un peu gêné par ce coup d'État au Mali qui a occupé Au une partie Niger. de l'espace, au Niger, excusez-moi, qui a occupé une partie de l'espace médiatique que devait occuper ce sommet Russie-Afrique. Oui, oui, parce que quand le sommet a commencé, il y avait déjà eu le coup d'État. Donc, les premières déclarations ont porté sur la condamnation du coup d'État, à la fois par les participants, le président en exercice de l'Union africaine, le président comorien a dû condamner, le président Poutine l'a fait également, et la plupart de ceux qui ont pris la parole également ont condamné, et ça a été un concert de condamnation de la part de ce coup d'État, mais en même temps, ça a presque phagocyté le sujet de cette rencontre entre les pays africains et la Russie. Et la Russie, comme vous l'avez dit, a aussi condamné ce coup d'État au Niger. Absolument. Je pense que c'est de bonne guerre. On ne peut pas. On a vu quelques drapeaux russes flotter pendant les Effectivement. manifestations des populations qui soutenaient les poutistes. Mais le fait est que la Russie, à travers son président, a effectivement condamné cette prise de pouvoir par la force. Alors, ce deuxième sommet Russie-Afrique, c'est aussi l'occasion pour le président russe d'étendre son influence sur le continent au moment où certains pays occidentaux sont en plein recul. Oui, on a remarqué que le sujet de la sécurité devient un sujet de plus en plus important, que le sujet de l'économie et notamment celui de la sécurité alimentaire prend de l'importance sur le continent africain. L'accord céréalier qui avait été conclu et qui permettait à l'Ukraine d'exporter une partie de son blé n'a pas été reconduit et donc la Russie en a profité pour avancer ses pions auprès des pays africains qui en importaient, qui importaient du blé d'Ukraine. Il y en a 6 qui ont bénéficié de la gratuité du blé qui sera acheminé aux frais de la Russie et acheminé gratuitement vers ces pays-là, produit et offert gratuitement grâce à la production record que la Russie a connue cette année. Alors, que dites-vous effectivement de ces promesses faites par Poutine aux pays africains? Ces pays vont effectivement bénéficier de cette livraison gratuite de céréales. Et la Russie félicite les bons élèves de la classe, ceux qui la soutiennent et qui participent de son rayonnement sur le continent africain, voire au-delà. Mais je crois que pour l'Afrique, ça devrait quand même être quelque chose de plus discret, parce que être perçu comme un mendiant, être perçu comme un continent d'affamés, je ne crois pas que ce soit à l'image de l'Afrique. Nous devrions, comme le disait le président Ramaphosa, arriver à payer nos commandes, passer nos commandes et payer pour être livré comme n'importe quel autre client. Le fait que la Russie nous propose du blé gratuitement qu'il offre, c'est un peu comme la diplomatie du ventre et de l'assiette que faisaient les États-Unis à une certaine époque pour offrir exactement le même produit, c'est-à-dire du blé aux pays africains. On a dépassé cette étape-là et si on avait respecté le protocole de Lagos ou encore le protocole additionnel, celui de, de Guinée équatoriale, de Malabo, Ouais. qui demandait que les pays africains votent un budget, 10% de leur budget qui soit consacré à l'agriculture. Je pense qu'il y aurait non seulement la production autonome des pays africains, mais une production suffisamment importante pour que les pays africains
consomment ce qu'ils produisent et produisent ce qu'ils consomment. Or, nous sommes encore dans une situation de fragilité sur le plan de l'alimentation et de l'approvisionnement en nourriture qui fait que le gros des devises que nous acquérons en vendant nos produits du sous-sol et du sol servent encore à acheter de la nourriture. Et ce n'est pas normal qu'au XXIe siècle, un continent aussi grand que l'Afrique, qui est devenu un carrefour incontournable de la diplomatie internationale, que ce continent-là soit dépendant du point de vue de son alimentation de la Russie, de l'Ukraine ou des pays d'Asie du Sud-Est pour ce qui est du riz et d'autres céréales. Alors, avec quoi reviennent ces pays africains participant à ce sommet Russie-Afrique? Ils repartent avec la certitude que la Russie et eux vont ouvrir la voie à une diversification d'abord de leurs partenariats, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement enfermé dans les partenariats avec les anciens pays occidentaux qui étaient des puissances coloniales. On est également dans une forme de diversification où les accords avec la Russie ne porteront plus uniquement sur les questions de défense, mais également sur les questions d'économie. Parce qu'au-delà du fait que ce soit un sommet, c'était surtout un forum économique qui rassemblait les pays africains et la Russie en vue de permettre à la Russie de rattraper son gap, le retard qu'elle a accusé par rapport aux autres pays occidentaux, mais également par rapport à la Chine, qui est aujourd'hui un très grand partenaire économique du continent africain. Donc, pour tout le monde, c'est presque du gagnant-gagnant. Il y a eu de la diversification, il y a eu une intensification des échanges également, et on attend le troisième forum qui se tiendra probablement cette fois-ci sur le continent africain. Alors, à l'ouverture de ce sommet, certaines images ont fait le tour des réseaux sociaux de plusieurs pays également. C'est cette proximité affichée entre Vladimir Poutine et certains chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, comme le président malien et le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Quel regard avez porté-vous sur cette proximité largement affichée? Ben, c'est que quand il y a eu les escarmouches entre la milice Wagner et l'armée russe, on a eu l'impression que la présence russe sur le continent africain allait probablement en pâtir. Je crois que le fait qu'ils se retrouvent, les présidents africains qui coopèrent avec la Russie et le président russe se retrouvent dans cette ambiance-là chaleureuse et de renforcement des relations, montre que malgré ce qu'il y a eu, malgré le fait que Wagner ne soit plus l'opérateur militaire privilégié de la Russie, que les rapports avec certains des membres de la milice ne soient plus exactement ce qu'ils étaient au début, les relations entre la Russie et les pays africains restent des relations dans lesquelles se fonde beaucoup d'ambition et donc tout reste au top. On espère que au niveau des résultats sur le terrain du combat, concernant le terrorisme, concernant l'approvisionnement en matériel militaire de bonne qualité et surtout à coût relativement plus faible que les autres partenaires, que tout cela produira ses fruits afin que le défi de la sécurité soit remporté et gagné par les pays africains. Alors, cette proximité, c'est aussi avec certains pays comme le Zimbabwe, l'Ouganda. Quelle est la relation aujourd'hui entre la Russie et ces pays? C'est une relation qui se refonde parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment des indépendances des pays africains, il y en a beaucoup qui ont bénéficié de l'expertise des coopérants militaires russes, enfin soviétiques à l'époque, et que cela a créé des liens qui sont quasi inoubliables. Vous prenez le Mali par exemple, il y a eu cette coopération qui s'est établie dès les moments de l'indépendance et qui ont fait que beaucoup de Maliens sont allés se faire former en Union soviétique, dans l'ancienne Union soviétique. C'est valable également pour des pays comme l'Angola. Et un peu plus au sud, il y a d'autres pays qui ont bénéficié de cela, le Mozambique aussi, l'Éthiopie. Il y a beaucoup de pays africains qui ont bénéficié de ce soutien-là. Je ne cite que quelques-uns, mais c'est pour dire que sur le plan historique, la Russie ne découvre pas le continent africain. À l'époque de l'Union soviétique, il y avait déjà des relations militaires et diplomatiques qui avaient été établis avec certains pays africains. Et là, on est en train de procéder à une certaine forme de renaissance de la coopération entre les pays africains et la Russie. Parlant toujours de ces images, en début de l'ouverture de ce sommet, l'image aussi de Evgeny Prigojine, proche d'un officiel centrafricain, un modèle de communication, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui se cache derrière? Je crois que le message qui est envoyé, c'est que la Russie est là
Wagner est là pour la Russie et les choses vont continuer. Le business as usual, comme disent les Anglais, c'est-à-dire ce que nous avons commencé, nous allons le continuer. Ne tenez pas compte des divergences de points de vue ou de quelques mouvements d'humeur, comme on les a appelés au Niger, qui peuvent se produire. Nous allons continuer la coopération et vous pouvez continuer de compter sur nous. Et malgré la crise, le froid apparent entre Wagner et la Russie officiellement, on est toujours prêt aux côtés de l'Afrique. Oui, je pense que les intérêts supérieurs de la nation l'emportent sur le reste et l'intérêt supérieur de la Russie, c'est d'arriver à satisfaire le contrat de confiance qu'il a signé avec certains pays africains, notamment la République centrafricaine, le Burkina Faso et le Mali, pour ne citer que cela. Nous revenons sur les discours lors de ce sommet, le discours très bref mais très largement diffusé aussi du président du président de la transition au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est revenu sur l'offre de la Russie, mais aussi a appelé les pays africains à prendre en charge leur destin. Oui, parce que je crois que cela ne rend service à personne d'avoir un continent africain à genoux et qui tend la main. Il faut aujourd'hui que l'Afrique grandisse et qu'elle s'honore de sa manière de faire. Elle est devenue un carrefour diplomatique incontournable et quand on a ce statut-là, il faut l'assumer complètement. Le fait que les pays africains, certains dans tous les cas, donnent l'impression qu'ils veulent changer de maître simplement en quittant une puissance coloniale pour une autre, enfin une ancienne puissance coloniale pour une autre, cela ne fait pas de l'Afrique un partenaire incontournable, ça fait de l'Afrique un partenaire qui change simplement de partenaire parce qu'il est suffisamment beaucoup trop faible pour s'assumer lui-même. Et je crois qu'au-delà du fait que la Russie nous apporte son soutien, que la Chine nous apporte son soutien, que d'autres pays nous apportent leur soutien, on devrait renforcer une plus grande coopération au sein des pays africains et arriver à faire en sorte que nos pays se prennent en charge par eux-mêmes et que les aides supplémentaires que la Russie, la Chine ou d'autres pays peuvent apporter soient un plus et pas l'élément déclencheur de notre action, que ce soit en matière d'économie ou de défense. Il critique aussi ceux qui pointent du doigt les vaillants citoyens burkinabés qui s'engagent aux côtés de l'armée pour défendre leur intégrité, qui sont parfois traités comme des milices. Oui, parce que c'est vrai que aujourd'hui, certaines personnes considèrent que c'est de la chair à canon que l'on envoie au front et qui se fait tuer par les djihadistes qui arrivent. Mais ce n'est pas une première, c'est pas la première fois dans l'histoire du monde que l'on a des citoyens qui prennent leurs responsabilités en main et choisissent d'accompagner et de soutenir l'armée, les résistants en France pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Première, c'était exactement cela. Ce n'étaient pas des militaires, mais ce sont des personnes qui, au nom de la patrie, au nom de la défense de la patrie, ont choisi de s'engager auprès de l'armée, n'ont pas suivi une formation aussi complète que les militaires de métier le font, mais ont quand même suivi quelques bribes qui leur permettaient, dans certains domaines, d'arriver soit à détruire les équipements de l'ennemi, soit à faire le coup de feu pour tuer l'ennemi. Et donc, on ne peut pas négliger cela. Si l'armée aujourd'hui est dans une position qui lui permet de contrôler les armes qui sont livrées, de contrôler également la formation, le niveau de compétence des personnes qui s'engagent, et donc de les aider, d'apporter, de bénéficier de leur soutien pour aller attaquer et pour aller défendre la patrie, je pense que l'État ne peut pas s'en priver. Il a besoin de tout le monde pour assurer la défense du territoire. Et je crois qu'au Burkina Faso, comme ailleurs, s'il y a des volontaires qui souhaitent le faire, il faudrait simplement leur donner un niveau de formation minimal pour qu'ils arrivent pour qu'ils ne se mettent pas en insécurité beaucoup trop grave et qu'ils apportent leur pierre à la défense de la patrie. Toujours parlant du discours du capitaine Traoré à ce sommet, quel regard portez-vous sur son ton qui rappelle un certain Thomas Sankara dans les années 80? Non, c'est pas étonnant. Il s'inscrit dans cette dynamique-là. C'est d'ailleurs ainsi que le perçoivent la plupart de ses compatriotes. Et le fait qu'il soit régulièrement en treillis militaire rappelle également Thomas Sankara. Mais j'espère que l'on ne se limitera pas à singer Thomas Sankara et qu'on ira jusqu'au bout de la révolution qu'il avait commencée, parce que l'idée ici, c'est pas uniquement d'être sur un capital de discours, d'idées que l'on brasse et qui font bien, mais également de placer des actions concrètes qui peuvent être évaluées sur la base desquelles on pourra, dans 20 ans, dans 30 ans, voire dans 50 ans, dire il y a un leader qui est arrivé et qui a changé le visage du pays. Ce fut le cas de Sankara et j'espère que ce sera le cas pour le président burkinabé actuel. Quelles seront les retombées de ce sommet pour la Russie et pour l'Afrique sur le plan politique, par exemple?
Sur le plan politique, déjà, je crois que sur le plan politique et diplomatique, on Oui, remarque qu'il n'y oui. a pas de fissure entre les pays africains et la Russie. On constate également que le fait que la Russie ait délégué sa présence militaire sur le terrain à Wagner, cela ne change rien à la donne malgré les escarmouches qu'il y a eu récemment et que la Russie voudrait, au-delà de la présence militaire qui est très remarquée parce que c'est la première porte par laquelle elle est entrée. Il y a également l'aspect économique qui est très important et par lequel la Russie probablement va essayer lui aussi de rattraper son retard, de permettre aux pays africains d'utiliser du rouble dans leurs Oui. échanges et donc de faciliter également, de donner d'autres voies aux pays africains vers cette dédollarisation dont on parle et ce nouvel ordre économique mondial que l'on appelle de tous nos voeux. Est-ce que tout le monde exploitera cela suffisamment pour que l'Afrique en tire le plus grand bénéfice? C'est le grand enjeu et j'espère que toutes les énergies seront mises à contribution pour que l'on en arrive à ce résultat-là. Vous parliez tout à l'heure du rouble. Au plan économique, quelles seront donc les retombées de ce sommet pour l'Afrique? Pour l'Afrique, c'est déjà la possibilité d'échanger avec la Russie sans plus passer par le dollar ou l'euro. C'est la possibilité également, vu que la Russie a été exclue du système SWIFT. Le Oui. secrétaire général des Nations Unies a demandé sa réintégration, mais je crois que ce système-là, parallèle, que la Russie a mis en place avec la Chine, qui a été préparé par la Chine, sera également un nouveau canal d'échange avec les pays africains et il y a eu le sommet des BRICS qui s'est tenu en Afrique du Sud, la création de la banque de développement qui est l'objet de la nouvelle ambition des pays des BRICS. J'espère que tout cela sera utilisé pour permettre à l'Afrique de véritablement prendre sa place sur la scène internationale et ne plus être uniquement dépendant du système de Bretton Woods dont les programmes d'ajustement structurel ont contribué d'une certaine manière à détruire les économies africaines il y a quelques années, notamment dans les années 80. Donc nous sommes en plein programme d'ajustement structurel. J'espère que si l'on arrivait aujourd'hui à travers non pas seulement la Russie, mais tous les pays des BRICS auxquels j'aimerais que soient ajoutés d'autres pays africains, j'espère que si on arrive à avoir cette banque de développement-là, il y aura d'autres perspectives de financement du développement africain et d'autres méthodes également de financement, parce que le financement conditionnel est très fortement taxé du développement du continent africain, est un frein à sa réussite. Et j'espère qu'en diversifiant ces partenariats, en allant vers la Russie, vers la Chine et vers d'autres partenaires comme le Brésil, nous arriverons à donner un peu plus d'oxygène à nos économies respectives. Au plan sécuritaire, est-ce que ce sommet va ouvrir la voie à l'élargissement de la présence russe sur le continent? Je crois que la présence russe, Au plan oui, militaire et sécuritaire. je pense qu'il y a déjà le fait que les pays sont décomplexés sur le fait d'avoir les Russes ou pas. D'avoir le choix de dire je peux coopérer avec les Américains, je peux coopérer avec les Russes, je peux coopérer avec les Chinois, je peux coopérer avec qui je souhaite. En fait, c'est ça qui est le plus important, que les pays sachent qu'ils ont le choix et qu'ils prennent la décision d'opérer ce choix, d'exécuter le choix, de ne plus rester dans un partenariat de dominant et de dominé. Ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième aspect, c'est que pour les pays africains aujourd'hui, il n'y a pas que le fait d'avoir un partenaire important, il y a aussi le fait d'être une opportunité pour les partenaires. Ce n'est pas que pour la Russie que c'est important. Pour nous aussi, il faut qu'on arrive à faire en sorte d'avoir de grands champions comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, qui pourront organiser des sommets avec l'Union européenne, avec la Russie, avec les pays d'Amérique latine, et que l'on ne soit plus uniquement dans une posture où l'Afrique se déplace entièrement vers un autre pays, vers un pays qui accueille tous les chefs d'État et leur propose une nouvelle voie de coopération à l'international. Je pense que l'Afrique est aussi capable de produire ce type de sommet, de faire que les Turcs, les pays du bord de la Méditerranée, par exemple, se retrouvent au Cameroun, au Togo ou en Afrique du Sud pour discuter de nouvelles coopérations. Nous ne sommes pas là que pour assister à la marche du monde. Nous sommes là également pour y contribuer et pour y contribuer efficacement. Les pays africains reviennent de ce sommet avec des promesses de livraison gratuite de céréales surtout et d'autres promesses au plan économique. Que retient la Russie ou bien que gagne la Russie à l'issue de ce sommet? La Russie gagne une certaine forme de, d'ouverture
de plus grande ouverture sur l'international, avec la prise de la Crimée en 2014 et puis la deuxième phase de la guerre avec la zone est de l'Ukraine qui a été conquise, elle était relativement isolée sur la scène internationale. Là, elle sort de cet isolement. Elle organise une grande rencontre internationale à laquelle prennent part les pays africains. C'est important que ça marche. Et en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a l'ECO qui va probablement être bientôt relancé. Les discussions vont être lancées au niveau de la CEDEAO pour le lancement de l'ECO. Et je crois que si la Russie et les pays d'Afrique de l'Ouest s'entendent, il est fort possible que le rouble également fasse partie du panier de monnaie qui sera intégré à l'ECO une fois que celui-ci sera lancé. Quel regard porte-t-on sur cette relation qui se renouvelle entre l'Afrique et la Russie en pleine guerre avec l'Ukraine? Le regard, cela dépend de la position. Au niveau de l'Occident. Au niveau de l'Occident, c'est regardé avec beaucoup de dédain par moment. C'est regardé aussi avec beaucoup de... Comment je peux dire? Les pays de l'OTAN, à commencer par les États-Unis et les autres pays de la coopération transatlantique, souhaitaient que les pays africains condamnent l'invasion de l'Ukraine. Et pour eux, condamner en ayant les pays africains avec soi, c'était le succès assuré parce que ça permettait de véritablement isoler la Russie sur la scène internationale. Aujourd'hui, en dehors du Venezuela et de la Syrie, où la Russie intervient militairement, il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels la Russie a une grosse présence, comme sur le continent africain. Et donc, isoler la Russie en Afrique, c'était l'isoler d'une grande partie de ses partenariats. L'Inde, la Chine et autres sont là, mais c'est pas la même chose. Et donc, l'idée pour eux, c'était ça. Ils ont vu d'un très mauvais œil au début le fait que les pays africains ne votent pas contre la Russie. Puis, ça a évolué progressivement. Ils font avec maintenant. Mais je crois que c'est aussi à l'Afrique aujourd'hui d'arriver à avoir une voix sur la scène internationale qui ne soit pas que la voix d'un maître, d'un chef qui serait les États-Unis ou les pays européens, de l'Union européenne. Aujourd'hui, on commence à mettre les jalons. Les jalons sont posés pour permettre cette diplomatie africaine déconnectée des grandes puissances, désalignées par rapport aux positions des grandes puissances. Et c'est une bonne chose de mon point de vue parce que plus nous avancerons, plus l'Afrique sera capable de parler par elle-même et de parler pour elle-même et non plus d'être comme lors de la conférence de Berlin, défendue et partagée entre les pays européens. Donc pour moi, c'est un très bon signe que l'on en arrive aujourd'hui à cette maturité diplomatique, à cette souveraineté internationale assumée, crânement assumée par les pays africains. Que j'attends essentiellement retenir de cette deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui se termine? On retient la diversification, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la consolidation des acquis, la coopération militaire qui n'est pas remise en question, et il y a l'ouverture vers la coopération économique et la coopération également, toujours dans le domaine économique, mais dans celui de l'agriculture, qui a été exploré et qui fait qu'aujourd'hui, la coopération avec la Russie n'est plus uniquement synonyme de coopération militaire, c'est une coopération à part entière, comme pour les autres pays, où on signe des accords de défense, des accords de coopération économique, des accords de coopération culturelle et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est une bonne chose que l'on ait pu ouvrir de nouveaux pans en consolidant ce qui existait déjà. Un dernier mot sur ce sommet avant de terminer? Un dernier mot, oui, je pense que c'est une bonne chose aussi que les pays africains finissent par accueillir la Russie sur leur continent. Je ne sais pas à quel moment cela se fera, mais il faudrait que ce forum économique se tienne également sur le continent africain. J'ai été un peu déçu que ce soit en Russie après le sommet de Sochi, mais je crois qu'on arrivera à s'entendre un peu comme sur la question de la place accordée à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité, où il faut un membre permanent issu du continent africain. Peut-être que ce ne sera pas demain, mais dans tous les cas, il faudra que ce soit dans l'agenda et qu'on arrive à concrétiser ce souhait. Merci beaucoup, Louis Magla Kemayo. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain également, directeur de New World Economy. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour le plateau de Regard Croisé.